Je vais vous proposer un petit diaporama rapide pour voir un peu le contexte de la création de Nature et Progrès et pourquoi on a choisi cette technique de garantie. C'est une mention privée qui est garantie par la participation de tous les acteurs, donc consommateurs, transformateurs, distributeurs et citoyens, qui peuvent faire les enquêtes, les visites dans les exploitations pour vérifier que les cahiers des charges soient bien respectés. C'est le principe de base, j'y reviendrai plus longuement tout à l'heure, mais du coup aussi faire la différence avec la certification par tiers, qui est donc menée par des organismes certificateurs privés type EcoCert, Bureau Veritas et autres. Mais il faut un petit peu de contexte pour faire suite à tout ça. Bref, un petit rappel sur les conséquences et l'agriculture du XXe siècle. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut parler de renaissance de la bio, parce que finalement, ça fait que depuis une cinquantaine d'années, vraiment, qu'on a perdu l'usage agronomique et les techniques vraiment d'agriculture biologique, suite au développement de l'agriculture industrielle. Donc, petit rappel, l'industrie chimique, en fait, a vraiment démarré au début du XXe siècle pour la Première Guerre mondiale. Donc vous devez le savoir, les explosifs liés à la guerre ont été un petit peu recyclés en engrais. Ils utilisaient pas mal de nitrates et les gaz de combat ont été recyclés. Enfin, les industries chimiques qui avaient développé ces armements-là ont été recyclés pour faire des pesticides pour l'agriculture. Donc on en a, par exemple, vous connaissez bien il y a eu des essais donc pendant la guerre mondiale, hein. La première, mais après tout le monde connaît le défoliant pendant la guerre du Vietnam avec le fameux agent orange de chez Monsanto. Donc l'agriculture s'industrialise un petit peu à cette étape-là. C'est vraiment les prémices de la mécanisation, les débuts de la motorisation et des intrants chimiques. Après la Seconde Guerre mondiale, tout s'intensifie un petit peu. La France sort d'un état, on va dire, de pénurie alimentaire où à la sortie de la guerre, il faut tout remettre à plat, restructurer un peu l'agriculture et l'alimentation. L'idée, c'est d'être autonome et voire même de pouvoir exporter dans les années 60-70. On commence à se dire, on parle d'or vert et le fait que nous, on n'a pas de pétrole, mais on peut avoir aussi du blé à exporter, du lait à exporter. Donc là, vraiment, la politique agricole s'industrialise, le productivisme est en marche, ça passe par le plan Marshall notamment. Le plan Marshall, c'est les tracteurs, la motorisation, les grandes boîtes de semences commencent à travailler avec notamment l'introduction de variétés hybrides, les fameuses variétés F1. Et puis voilà, on donne aux agriculteurs les engrais. Ça pousse plus vite, mais il y a des problèmes de maladies, donc on va utiliser les pesticides pour remédier aux maladies que pose notamment le problème de l'usage de l'engrais, quoi. Les exploitations s'agrandissent, disparition des structures, augmentation des rendements. Voilà, c'est le topo un petit peu à partir des années 50 et qui va toujours un petit peu en se développant. On va dire jusqu'à aujourd'hui, puisque même si le fameux dernier plan éco-phyto prévoyait la réduction des pesticides en 2018, on voit toujours que ça ne réduit pas, ça augmente toujours. Donc on est toujours dans cette logique. Donc face à cela, il y a des gens qui sont un petit peu opposés à cette vision des choses, quoi. Donc pour le moment, les conséquences concrètes de cette agriculture,
exode rural, disparition des paysans, de quasiment 7 millions de paysans dans les années 50, on est aujourd'hui 550 000. Donc c'est une perte énorme dans le tissu rural. Beaucoup de gens ont été travailler à la ville. C'était conçu comme ça. Hein. C'était vraiment, on va faire en sorte que les gens puissent aller travailler dans les usines et libérer la campagne, donner qu'une personne puisse faire le boulot de 3, 4, 5 avec l'aide du matériel notamment. Perte d'autonomie des agriculteurs, ça passe bien sûr par les banques, les subventions, les vendeurs, les commerçants, voilà, il y a tout un système qui est mis en place pour faire en sorte que les agriculteurs prennent le train du progrès. Celui qui allait pas dans ce sens-là était vite mis à l'écart par le reste des agriculteurs, quoi. Les problèmes de stérilisation des sols, on parle beaucoup d'érosion des sols. D'ailleurs, il y a un appel du sol lancé par FNE cette année, où on se rend compte qu'à la fois on perd vraiment de l'espace agricole via l'urbanisation notamment, mais en plus de ça, on perd vraiment de l'humus. On perd du sol, d'une grosse érosion, même dans les endroits les plus fertiles. Aujourd'hui, même si on continue à mettre plus d'engrais, toujours plus d'engrais, on se rend compte que les rendements n'augmentent plus depuis une vingtaine d'années, quoi. Donc, on se rend compte des limites du système, quoi. Aujourd'hui, un agriculteur qui a fait du lycée agricole, qui a, on va dire, 50 ans, qui a connu que l'agriculture productiviste, industrielle, et qui a appris ça à l'école, et ben finalement, s'il veut changer de système, il doit tout réapprendre, quoi. On voit dans les conversions, d'ailleurs, quand il y a des gens qui veulent bien se convertir à l'agriculture biologique, ben ils sont la plupart du temps accompagnés, quoi, pour justement l'aide à la conversion. Perte de biodiversité, bien sûr, le fait, les remembrements, les agrandissements, comment on appelle ça, la destruction des haies, des murets, le fait qu'on aille assécher des zones humides, tout ça, ça fait en sorte que la plupart des espèces liées aux espaces agricoles aujourd'hui sont en déclin, quoi. Et bien sûr, transfert de pollution vers le milieu naturel et risques sanitaires pour les populations. Donc milieu naturel, les pesticides vont toucher directement la chaîne alimentaire. Moins d'insectes fait que les oiseaux et les prédateurs de ces insectes, ils trouvent moins à manger, ils peuvent s'empoisonner. Il y a eu d'ailleurs le faucon pèlerin qui a failli disparaître de France dans les années 70 à cause du DDT. L'accumulation des poisons dans la chaîne alimentaire fait que les super prédateurs ramassaient une telle quantité qu'ils étaient incapables de se reproduire. Le faucon pèlerin, par exemple, il faisait des œufs mous, donc ça marchait plus bien. Et bien sûr, pour la population, même danger pour les pesticides, pour tout le monde, parce qu'on sait qu'il y a des résidus de pesticides dans tous les fruits et légumes qui ne sont pas bio, voire même un petit peu en bio, mais on sait qu'il y en a 500 fois moins quand même dans les produits bio des résidus de pesticides. Mais globalement, il n'y a pas un légume ou un fruit qu'on achète et qui est indemne des résidus, quoi. Alors après, on peut parler de l'eau qu'on consomme, chargée en nitrate. Alors quand il y a des problèmes de nitrate, ce que fait l'État, plutôt que d'aller à la source, ils l'ont fait pendant des années, c'est augmenter le taux réglementaire pour qu'on puisse continuer à consommer l'eau alors qu'elle est chargée en nitrate. Alors il y a quelques zones en France où on ne peut pas boire l'eau du robinet. Il y a certains endroits en Bretagne où c'est tellement pollué que vaut mieux pas la boire, c'est déconseillé. Donc c'est face à toutes ces critiques, enfin à tout ce constat que dès les années 60, des consommateurs, des médecins, des paysans
pardon, des écrivains. On dit on marche sur la tête, quoi, ce système qui détruit la biodiversité et la santé des êtres humains peut pas être le système à développer, quoi. Donc c'est le début des précurseurs de l'agriculture biologique. Donc la naissance du mouvement de la bio en France, on peut voir qu'il y a différentes dates où il y a en 1952 donc la première chaîne de magasins bio La Vie Claire, une association française qui s'est créée donc pour la recherche d'une alimentation normale, groupement d'agriculteurs biologiques de l'Ouest, donc 1958, et ensuite le GABO devient Association française pour l'agriculture biologique en 1962. Donc à cette époque-là, il y avait tout le monde se retrouvait au sein de la FAB. Au sein de la FAB, il y a eu une division sur deux divergences, enfin sur deux thèmes vraiment importants. C'est un courant commercial, c'est-à-dire Société Le Maire Boucher, il produisait les engrais organiques et donc il les vendait. Et donc, s'il fallait suivre la technique Le Maire Boucher, c'était tout un système commercial. Les gens avaient clé en main, comme le reste de l'agriculture, enfin, comme l'agriculture conventionnelle, sauf en bio. Mais c'était le même système marchand et commercial. Donc, il y en a un certain nombre qui sont partis dans ce système-là, qui marchait relativement bien, hein, mais c'était pas, philosophiquement, c'était pas la même chose. Nature et Progrès, ça a été vraiment la création d'un courant sociétal, associatif, basé vraiment sur l'échange et sur le fait que les gens ils devaient se mettre en contact, travailler ensemble pour améliorer les systèmes, parce qu'à cette époque-là on avait déjà il y avait pas mal de néo-ruraux aussi qui connaissaient pas grand-chose forcément à l'agriculture, donc il fallait vraiment avoir cet apprentissage-là, ces échanges entre agriculteurs pour avoir les bonnes techniques. Alors dans les pionniers de cette époque, il y en a pas mal, mais qui ne sont pas très connus. Il y a André Beer, il y a Monsieur Louis, et un des plus connus, c'est Claude Aubert, qui ensuite, lui, il était secrétaire à l'époque de Nature et Progrès, qui ensuite a créé Terre Vivante, les éditions, etc. Quelqu'un d'assez reconnu. Nature et Progrès à sa création, donc il y avait deux principaux objectifs qu'on peut souligner. Donc rechercher, étudier, expérimenter et faire connaître. Donc il y avait vraiment cette démarche de il faut qu'on travaille ensemble, faut qu'on montre que les systèmes qui doivent être défendus sont viables. C'est-à-dire qu'on puisse quand même en tant que paysan pouvoir en vivre, pouvoir produire, même si ça baisse un petit peu le rendement, qu'on puisse produire correctement, vendre et vivre du métier, quoi. Et donc toute une phase de pédagogie aussi qui démarre déjà pour faire connaître aux gens, aux consommateurs, les conséquences néfastes de l'agriculture industrielle et plutôt les conséquences positives de consommer bio, quoi. Et là, il y a vraiment dès les débuts, cet échange producteur-consommateur qui est très fort au sein de Nature et Progrès. Donc dès le début, c'était vraiment un mouvement qui associait ces deux groupes de personnes. Donc Nature et Progrès, elle s'est créée en 1964 et a écrit le premier cahier des charges de France sur l'agriculture bio. Au début, l'agriculture bio, c'était vraiment on va travailler sans pesticides et sans engrais chimiques, mais il n'y avait pas de base, on va dire, de règlement, et l'idée de ce cahier des charges, c'était, au-delà de mettre des règles, des barrières, c'était d'avoir une base de travail, en quelque sorte un guide pour faire les choses comme il faut. Donc déjà à cette époque,
il y avait l'attribution de la mention par les comacs. Alors, il y avait des enquêteurs qui étaient donc des techniciens, des agronomes, qui allaient faire les contrôles sur les exploitations. Mais ensuite, ces personnes-là donnaient pas la mention directement Nature et Progrès. Ensuite, il y avait des réunions de comacs. Je ne sais pas s'il y en a qui ont participé ici, mais je sais que Jean-Jacques Orfeu, le président, faisait partie, Denis Rousset, et bien d'autres piliers aujourd'hui, on va dire, de l'écologie du département. Robert Jonget faisait partie de Nature et Progrès aussi à l'époque, celui qui gère aujourd'hui les jardins fruités, donc faisait partie de ces commissions, donc mixtes parce que consommateurs et producteurs autour de la table, le technicien présente le dossier du producteur et montre s'il y a ou non des écarts au cahier des charges. Et ensuite, c'est une décision collective pour dire si la personne peut avoir l'attribution de la mention. Alors, généralement, il y a plusieurs réunions dans l'année de ces comacs. Aujourd'hui, en Haute-Loire, il y en a. Enfin, on travaille avec l'Auvergne. C'est une comac Auvergne, donc on fait des échanges, puis Dôme, Allier, Cantal. On va visiter un peu dans toute la région. Et il y a 3 réunions annuelles où on présente donc un tiers des dossiers par réunion. Et du coup, je pense qu'à l'époque, nous aujourd'hui, on est une vingtaine de producteurs en Haute-Loire, sous mention Nature et Progrès. Pour vous donner une idée, il y a à peu près 3500, 4000 agriculteurs en Haute-Loire. Il y en a 350 qui sont en agriculture bio, et il y en a une vingtaine donc sous mention Nature et Progrès. Ça avait disparu, il n'y en avait plus de mention Nature et Progrès en Haute-Loire pendant un petit moment. Mais je reviendrai dessus sur le pourquoi on a recréé un groupe. Et à l'époque, je pense qu'ils étaient plus nombreux que nous aujourd'hui, sous la mention. Donc il devait, parfois il y a 6 réunions par an, mais voilà, on passe 6 dossiers, un truc comme ça se faisait un petit peu régulièrement sur l'année, quoi. Et il a fallu attendre donc 1980 et la loi d'orientation agricole pour que donc le ministère de l'Agriculture reconnaisse l'agriculture bio comme un mode de production n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse. Voilà, donc ça c'était le terme officiel. On pouvait, à partir du moment où qu'on n'utilisait pas de produits chimiques de synthèse, on pouvait se revendiquer comme agriculteur biologique. Mais ils reconnaissent ce système-là, mais il n'y a pas de cahier des charges. Les seuls cahiers des charges qui existent, c'est des cahiers des charges qui sont privés. Et il a fallu attendre donc 1986 pour un peu qu'il y ait les premières, on va dire, normalisations autour de ce que peut être une agriculture biologique. Donc le premier cahier des charges reconnu, ça a été celui de Nature et Progrès. Et ensuite, une dizaine de marques sont homologuées en 1988. Donc à cette époque-là, c'était très, très divisé. Il y avait plein de marques différentes, Biofranc, donc les Lemaire Boucher, il y avait Déméter, Simple. Et donc 1986, c'est encore la France, c'est le ministère de l'Agriculture qui donc, à partir du moment où ils homologuent les cahiers des charges, ils créent le logo AB en 1986. Donc maintenant, ceux qui veulent présenter le logo AB doivent se référencer à ce cahier des charges. Et c'est qu'en 1991 où on commence à perdre la main. Parce qu'à cette époque-là, en 1986-88, il y avait une stimulation, il y avait de nombreuses associations, les cahiers des charges ils étaient discutés, ils étaient présentés au ministère, homologués, mais il y avait vraiment une discussion pour pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut en France. Et à partir de 91, c'est là où les paysans bio ont commencé à perdre un petit peu le fruit de leur travail, quoi. Un règlement européen est créé et il remplace tous les cahiers des charges privés.
Donc toutes les petites spécificités qu'il pouvait y avoir en termes de fonctionnement ou en termes de règlement, on met tout à plat, on met une norme européenne et elle impose le contrôle et la certification donc par les sociétés privées et indépendantes. Ça veut dire que Nature et Progrès soit disparaissait et suivait le règlement européen et travaillait avec que des certifications par tiers, donc avec Ecocer, Bureau Veritas, etc. Mais ils ont décidé, pour vraiment des questions de philosophie sociétale, de dire non, on ne peut pas, nous, lâcher prise, être condamnés à suivre ce que les techniciens européens vont nous pondre. On veut garder la maîtrise sur nos cahiers des charges, on veut garder la maîtrise sur notre façon d'enquêter et sur notre façon de donner la mention. Donc ça a été Nature et Progrès est passé de, je sais pas, de 10 000 membres à 700 là, à cette période-là, quoi. Parce que la plupart des gens, pour avoir vraiment le logo AB, pour rentrer dans une communication, on va dire, plus évidente, qui allait être repris par le ministère de l'Agriculture, eh ben, valait mieux être AB que Nature et Progrès. Sachant que AB, je ne sais pas si à l'époque, ça permettait en 91 d'avoir des aides, mais aujourd'hui, par exemple, quand on n'est que Nature et Progrès, on n'a pas le droit aux aides au maintien, aux aides au soutien pour l'agriculture biologique, on n'a pas le crédit d'impôt à la bio. Parce que ce n'est pas officiel, parce que ça n'est pas passé par le contrôle et certification par un organisme indépendant. Donc ça a été vraiment le fait, cette différence, ça a été vraiment aussi s'appuyer sur, non, enfin les consommateurs doivent suivre aussi ce truc-là. On ne peut pas se couper du monde des consommateurs, qu'on ne peut pas laisser ça aux techniciens de l'Europe. Donc à partir de 1995, donc, Nature et Progrès n'est plus une marque reconnue. La plupart de ses adhérents donc, se tournent vers le label AB. En 1999, donc Nature et Progrès, quand même, les quelques-uns qui restaient ont tenu le cap, ont tenu bon, et ils ont réactualisé leur propre cahier des charges. Ils ont vraiment fait un travail de fond sur le règlement européen dit ça, il ne va pas assez loin, on va nous essayer d'être plus contraignant, plus efficace, plus en logique avec les territoires. Donc les cahiers des charges ont été tous réactualisés. Et en 2002, Nature et Progrès, en face de ces cahiers des charges qui sont techniques, met en place une charte globale qui fait qu'on rentre à travers cette charte, les agriculteurs doivent rentrer vraiment dans une démarche de progrès continu. C'est-à-dire que dans beaucoup de domaines, l'eau, les déchets, l'énergie, l'agronomie, le bien-être animal, l'idée c'est que tous les ans, on puisse s'améliorer encore, chose que quand on est chez Ecocert, il n'y a pas grand-chose qui nous stimulerait à aller plus loin. À partir du moment où on suit le cahier des charges et qu'on a le label AB, rien ne nous oblige à aller plus loin. Et en 2004, à partir de 2004, donc Nature et Progrès souhaite faire reconnaître son système participatif de garantie et travaille donc avec IFOAM, qui est donc on va dire le groupement international des agriculteurs bio. Donc il y a plusieurs associations qui en font partie. Donc il y a IFOAM Europe. Donc au sein d'IFOAM Europe, par exemple, il y a la FNAB qui adhère à IFOAM, et il y a Nature et Progrès, il y a Déméter, il y a pas mal de structures. Et IFOAM est très très bien implanté dans des pays d'Afrique et en Amérique du Sud, où là il y a des gros syndicats d'agriculteurs bio qui font partie d'IFOAM et qui utilisent eux aussi le système participatif de garantie. Donc une démarche de reconnaissance qui continue. Donc la charte, en gros il y a vraiment les 4 grands points. C'est recherche d'un modèle agricole alternatif à l'agro-industrie, donc
travailler vraiment sur la fertilité naturelle des sols, l'autonomie des paysans, l'alimentation saine à portée de tous et la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire qu'à travers la charte, on va vraiment regarder agronomiquement si ça tient la route, si la personne n'est pas trop dépendante de structures, de firmes, que ce soit pour les intrants ou pour la distribution. Donc voir si la personne est le plus autonome possible, et c'est ces axes-là qui vont être vérifiés lors des visites aussi, voir si on gagne en autonomie ou si on perd en autonomie, ou si expérimentation et promotion d'une dynamique sociétale participative. Donc par exemple, quand on fait une enquête Nature et Progrès, on demande si la personne socialement est relativement bien intégrée, si elle fait des choses à l'extérieur du travail de son exploitation, si elle est dans les réseaux, à quel titre elle part, enfin voilà, est-ce qu'elle a, on va dire, du lien social extérieurement à sa vie professionnelle sur le terrain. Donc, par exemple, on regarde l'accueil de stagiaires, le woofing, c'est des points positifs, les salariés en difficulté, c'est des points positifs aussi pour les aspects sociaux qu'on regarde sur l'exploitation, l'ouverture de la ferme, etc. Recherche d'un modèle économique à dimension humaine, voilà, transformation artisanale, proximité, on évite justement, vous verrez rarement ou jamais des produits Nature et Progrès en grande surface, par exemple. On va plutôt chercher à encourager la vente directe, les circuits courts. Préservation de l'environnement, donc ça aussi, énergie renouvelable, éco-construction. C'est des points qui sont enfin, biodiversité, on pourrait rapprocher. Il y a vachement plus d'espaces de biodiversité, par exemple, dans les cahiers des charges aussi, qui sont à respecter par rapport à l'agriculture bio. Alors, Nature et Progrès, c'est une association très horizontale. Donc nous, au sein de notre groupe local, par exemple, au sein de notre groupe local, on participe tous à la COMAC. Et au sein de cette COMAC, on a un représentant à la COMAC fédérale. COMAC fédérale, c'est quand la COMAC donc, va émettre un avis d'attribution qui sera envoyé à la COMAC fédérale. Et cette COMAC fédérale va la plupart du temps suivre l'avis de la COMAC locale, mais souvent quand on écrit, des fois quand on écrit le résumé, la synthèse de la visite de ferme, on va dire qu'on est un petit peu dans le doute, on va dire quand même on a relevé tel problème, alors on va émettre un avis positif ou négatif, mais en émettant éventuellement des doutes. Donc pour trancher, il y a la COMAC fédérale qui prend, il y a des représentants de toutes les COMAC, plus les techniciens de la fédération. Donc là, ça permet vraiment d'avoir, si on a un souci localement, qu'on ne peut pas forcément trancher, ou que la vie n'est pas claire au sein du groupe, on va envoyer ça à la COMAC fédérale, et eux, dans un regard complètement extérieur, ils ont le dossier, ils le reçoivent par internet. Alors il y a des avis internet, mais quand il y a vraiment des problèmes, il y a des réunions téléphoniques, et c'est comme ça en dernier recours que les dossiers sont tranchés pour l'attribution de la mention. Les gens du groupe local, on a un représentant au comité technique interne. Le comité technique interne, c'est ceux qui vont vraiment travailler sur les cahiers des charges. Donc les cahiers des charges, c'est pareil, c'est pas un truc qui est pondu par des techniciens, c'est le cahier des charges, il y en a au moins un ou deux qui sont renouvelés par an. Donc les cahiers des charges, ils sont remis à plat très régulièrement, et c'est fait par les agriculteurs et les consommateurs qui se repenchent sur les cahiers des charges. Chaque groupe va émettre des avis, va donner sur des nouveautés. Je pense là cette année c'est le cahier des charges production végétale qui va être remis à plat, et c'est à l'initiative du groupe Haute-Loire où on s'est dit mais il n'y a rien aujourd'hui sur la stérilité mâle cytoplasmique, c'est-à-dire en fait tout ce qui est lié à la mutagénèse. Par exemple en agriculture bio, aujourd'hui on achète des semences qui sont labellisées bio, mais qui peuvent être
mutagénés. Donc c'est une technique d'OGM, mais qui n'est pas reconnue comme telle. C'est-à-dire qu'on achète, en tant que producteur bio, des graines issues de mutagénèse, sans le savoir, parce que ce n'est pas écrit sur les étiquettes, puisque ce n'est pas considéré comme un OGM. Donc nous, on essaye de faire en sorte que, par exemple, les cahiers des charges, on puisse écrire mutagénèse, vraiment interdit. Sachant que déjà, tout ce qui est les graines qui subissent la mutagénèse sont tous des hybrides fins. Et à Nature et Progrès, on recommande de ne pas utiliser les hybrides fins pour vraiment encourager à avoir des plantes qui soient reproductibles chez soi. Donc ça va dans le sens de l'autonomie et pas se retrouver enfermé au sein des firmes qui vendent les firmes semencières. Donc on a un représentant au comité technique interne et on a aussi un représentant au Conseil fédéral. Donc le Conseil fédéral, c'est un conseil d'administration national, mais qui est chaque membre du Conseil fédéral, c'est le représentant d'un groupe local. Donc ça permet vraiment d'avoir un mouvement horizontal. Et au sein de ce conseil fédéral, ou directement des gens du groupe local, ils peuvent faire partie de commissions nationales. Et ensuite, pour ça, le conseil fédéral, ça se fait beaucoup, il y a 2 réunions par an, une assemblée générale et un conseil fédéral, et tout le reste du travail se fait par mail et par réunion téléphonique du coup. Et il n'y a vraiment qu'un bureau fédéral de 7 membres qui sont élus donc en assemblée générale, qui gère, on va dire, le quotidien et qui va suivre les prérogatives, les grandes stratégies qui sont données par les groupes locaux. Donc c'est pour ça qu'au sein du groupe local, on passe beaucoup de temps sur ces questions nationales, fédérales, parce que c'est la structure de Nature et Progrès qui veut ça. Sur une réunion du groupe Haute-Loire, on va passer les 3/4 du temps sur des questions nationales, donner son avis sur une consultation que le bureau va faire au Conseil fédéral, donner son avis sur la personne qui nous représente à la Comac fédérale. Elle non plus, elle va pas donner son avis sur les dossiers, mais elle va demander aux gens du groupe son avis et c'est elle qui va faire la synthèse pour donner à la Comac fédérale. On y passe pas mal de temps, mais quelque part, c'est nous qui faisons partie de cette association, c'est nous qui définissons les stratégies, c'est nous qui créons les cahiers des charges, c'est nous qui assurons le suivi, donc c'est assez puissant comme système, je trouve. On revient un petit peu sur l'attribution de la mention. Donc, l'usage de la mention Nature et Progrès de son logo est accordé aux adhérents professionnels respectant les cahiers des charges et la charte de la fédération. Donc la charte, on a déjà vu, il y a un texte de référence qui donne vraiment les grands axes. C'est un peu le projet associatif que va défendre Nature et Progrès. Il y a un outil d'évaluation qui s'appelle la boussole NESO. Donc il y a naturel, économique, social et origine. Et quand on remplit cette boussole, il y a une partie description de ce qu'on voit et une partie amélioration dans chaque domaine. Donc par contre, cet outil, on va pas enlever quelqu'un de Nature et Progrès parce qu'il va pas aller assez loin dans le cadre de la charte, dans le cadre de la boussole NESO. Les seuls points qui peuvent être où on va enlever la mention à un agriculteur ou à un transformateur, c'est si vraiment il y a des grosses anomalies sur le respect des cahiers des charges. La boussole NESO et la charte, c'est vraiment tendre vers, mais c'est pas quelque chose qui va nous permettre d'enlever une mention. Mais ça reste un outil de discussion et d'amélioration du système. Donc on a 16 cahiers des charges. Donc il y en a un, c'est la production végétale. Il y en a un, ça va être, j'ai tout cela, apiculture, pardon. On a apiculture, aviculture, donc les poulets, porcins, transformation alimentaire. Donc par exemple, quand on va chez un boulanger, un paysan boulanger, on va avoir le cahier des charges transformation alimentaire et on va avoir le cahier des charges, je crois qu'il y en a un spécifiquement boulangerie, mais on va aussi avoir le cahier des charges production végétale, s'il suit le truc. Donc l'idée, c'est pas forcément de les multiplier aussi,
parce que quand on va chez un exploitant, vu qu'on encourage vraiment la diversité chez l'exploitant, et ben, si on se retrouve à regarder s'il a des poules, des cochons, des brebis, qui fait des légumes, ce qui arrive très fréquemment chez Nature et Progrès, ben on va un petit peu lors de la visite jongler sur les différents cahiers des charges, quoi. Alors ce qu'on peut dire, c'est que cahier des charges cosmétiques et bioécologiques, c'est vraiment celui qui répond le plus, on va dire, à l'agriculture biologique, aux besoins des consommateurs. Parce que quand on voit par exemple le Cosmé Bio, ça veut vraiment rien dire du tout. Je crois c'est vraiment, il faut qu'il y ait dans les éléments naturels qu'on met, il faut qu'il y ait au moins 60% de bio dans les éléments naturels qu'on met. Mais on peut mettre relativement assez de merde à côté, quoi. Et dans les éléments naturels, je me demande s'il n'y a pas l'eau qui en fait partie. Alors que chez Nature et Progrès, voilà, on interdit l'huile de palme, aucun test sur les animaux, il n'y a aucun produit chimique doit être dans la composition, quoi. Un des cahiers des charges aussi intéressant, c'est la vinification, parce qu'il y a très peu de temps que le raisin est un cahier des charges de vinification bio. Avant, c'était vraiment, il n'y avait que raisin issu de l'agriculture biologique. Il n'y avait pas de cahier des charges vinification. Donc le cahier des charges vinification, il existe depuis 20 ans au sein de Nature et Progrès, quoi. Et là, on travaille sur les taux de soufre ajouté, sur les taux de sucre ajouté, sur les transformations autour du vin. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et de très spécifique. Donc là aussi, donc révision périodique basée sur un fonctionnement participatif. Donc c'est nous qui nous mettons les contraintes et généralement, il faut se calmer. Parce que souvent on se dit, on est en réunion comme ça, bah là, non mais ça c'est nul, il faudrait l'interdire, tout ça. Et en fait, faut rester, après c'est intéressant dans les discussions parce qu'il faut rester quand même sur quelque chose qui soit applicable et que la personne puisse vivre de son métier, quoi. Il ne faut pas aller plus loin. Et du coup, tous les cahiers des charges aujourd'hui, ils sont faits en sorte, pareil, dans une démarche de progrès. Il y a une partie des choses qui sont interdites, il y a une partie des choses autorisées, et il y a une partie des choses qui sont conseillées. Donc ça permet aux gens de se situer entre ce qui est autorisé et ce qui est conseillé, quoi. Ça permet toujours de pouvoir aller plus loin. Alors qu'est-ce que la bio aujourd'hui ? Aujourd'hui, le label officiel, c'est pas lui. Le label officiel, c'est lui. Ça, aujourd'hui, c'est pas obligatoire. C'est facultatif. Mais c'est la communication fait que la plupart des paysans utilisent encore le AB parce que c'est celui que connaissent le plus les consommateurs. Mais il n'est pas obligatoire. Donc l'agriculture biologique est à la base d'une une pratique agricole alternative à l'agriculture industrielle, ça on l'a bien compris dans la démarche des pionniers, basée sur les équilibres et les rythmes naturels, la biologie du sol, l'autonomie paysanne. Et donc seule la certification officielle permet d'en faire légalement état. Donc ça c'est les grands principes, mais finalement sur le terrain on va voir que l'autonomie paysanne, on s'en fout un peu. Le lien au sol, dans le dernier règlement européen, il est passé un peu à la trappe. Que le fait qu'on puisse acheter, on fait du poulet bio, on achète tous nos poules prêtes à pondre, ça pose pas de problème. Que quelqu'un qui a un élevage de poules achète 90% de l'alimentation de sa volaille, ça pose pas un souci non plus pour l'agriculture biologique, quoi. Donc le sol, vraiment, là, la biologie du sol, c'est quelque chose qui reste respecté, puisque vu qu'on ne peut pas mettre d'engrais chimiques, l'agriculteur bio qui veut continuer dans le temps, il a plutôt intérêt quand même d'amender ses terrains, de fertiliser ses terrains. Donc là, du coup, forcément, ça reste de la fertilisation naturelle, animale. Donc la marque AB est une marque collective de certification et c'est la propriété du ministère de l'Agriculture.
En 2001, il y a l'agence bio qui a été créée pour gérer le label. C'est là où on voit que la bio qui était portée par les paysans et la société civile a été récupérée dans le cadre d'un système un peu plus technocratique, quoi. Où là, encore aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, mais le règlement européen, il est prévu d'être modifié soit cet automne, soit au printemps 2018. La date officielle, c'était cet automne, mais a priori, il y a des retards. Mais la Fédération nationale des agriculteurs bio, donc la FNAB, je ne sais pas, vous connaissez tous Haute-Loire Bio. Haute-Loire Bio, c'est l'échelon départemental des groupements d'agriculture biologique. Haute-Loire Bio fait partie de la FNAB et c'est comme ça dans tous les départements. Il y a un groupement d'agriculteurs bio, en gros, qui est représenté au sein de la FNAB. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est juste faire du lobbying. On n'a vraiment plus aucune maîtrise. La FNAB va faire du lobbying, Nature et Progrès va faire du lobbying de son côté pour dire non, il faut aller plus loin, il faut aller plus loin. Mais au final, va être les plus gros, les plus riches qui auront tendance à gagner. Et on l'a vu sur le précédent règlement européen, quoi. Là, on parle les agriculteurs bio hollandais, par exemple, ils souhaiteraient commencer à mettre du hors-sol dans la bio. Il y en a beaucoup qui souhaiteraient que les contrôles soient faits tous les 2 ans, plutôt que tous les ans. Donc on va vers le lien au sol, encore un petit peu le squeezer. Les poulets aujourd'hui en bio, je vais sûrement dire une bêtise, mais exemple, il y a un collègue de Haute-Loire qui les sort à 140 jours. En bio, ils sont autorisés à 90 jours, quelque chose comme ça. Et il y en a qui demandent de pouvoir les vendre à 70 jours. Hier, on se rapproche, l'industrie, les poulets conventionnels, c'est 1 mois et demi, 2 mois, quoi. Donc on s'en rapproche dangereusement, quoi. Et on voit Mais les poulets, ils ont toujours un accès extérieur, ça c'est la réglementation. Ils sont toujours nourris par des produits bio. Mais le système fait que plutôt que de mettre à manger dehors, par exemple, ils vont laisser à manger à l'intérieur et balancer à manger toutes les demi-heures. Donc la porte elle est ouverte, ils peuvent sortir dans l'herbe, les poulets. Mais dans l'absolu, ils restent à manger à l'intérieur, donc ils sortent pas, donc ils sont faits plus rapidement, donc on peut les vendre plus vite. Et ça, il y a des grosses pressions pour vraiment toujours aller à la baisse, quoi. Donc en 2009, c'est le règlement actuel qu'on a aujourd'hui pour l'agriculture bio. Donc les gros changements qui ont été faits, c'est que déjà, à partir de 2009, c'est à partir de ce moment-là que le logo AB était facultatif, parce qu'il n'y avait plus le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que il y avait le règlement européen, mais en France, on pouvait aller plus loin, faire mieux. À partir du moment où il y avait la base de l'Europe, nous, on était autorisés à faire mieux. Donc il y avait un décalage entre le règlement européen et le règlement AB. On était un peu au-delà au niveau de la norme. Mais à partir de 2009, il fallait tout mettre à plat. C'est-à-dire qu'il y avait, globalement, on n'avait pas le droit de proposer des cahiers des charges supérieurs, sauf dans le cadre d'une marque différente, quoi. Donc ce qui a été fait, pour des raisons simplement de gros marchés, parce qu'il y a des silos énormes de céréales, il peut y avoir des mélanges, des trucs comme ça, 0,9% d'OGM autorisé, c'est-à-dire que quelqu'un qui achète des céréales bio, si par erreur, lors de voyages en camion, en train, dans les gros silos, s'il y a eu un mélange, on peut remélanger tout ça et autoriser 0,9% d'OGM. 5% de composants non bio tolérés dans les produits transformés. Donc si on achète des pâtes AB ou n'importe quel produit transformé, on peut se retrouver avec 5% de produits qui ne sont pas bio. Donc ça, c'est un truc qui est complètement interdit chez Nature et Progrès. La mixité est autorisée, c'est-à-dire qu'au sein de la même ferme, on peut avoir
un élevage laitier bio et un élevage avicole non bio. Ça, c'est autorisé. Donc, comment suivre les arrivées de céréales, pour qui, pour l'un, c'est pour le contrôleur, ça devient compliqué à vérifier ce qui rentre et ce qui sort dans la ferme et qui va à qui, quoi, à quel animal. Ouverture aux dérogations. Donc avant il y avait un règlement, c'était fixe. Et aujourd'hui il y a des dérogations. Diminution de l'âge d'abattage de certaines espèces. Je vous parlais des volailles, par exemple. Davantage de traitements antibiotiques autorisés et des antiparasitaires aussi. Assouplissement de la notion de lien au sol. Le lien au sol, c'est justement la partie autonomie des paysans. C'est-à-dire que je dois avoir au moins 40% de mon alimentation du bétail qui vient de la ferme. Ça, c'est le lien au sol. L'assouplissement a été fait dans le sens où ça doit venir au moins dans la région, sans avoir de description particulière sur la région. Donc on peut acheter des céréales dans le grand sud-est, on va dire, quand on est par ici, quoi. Alors qu'avant, il y avait ce lien, ça permettait vraiment, soit on produisait les aliments qu'on allait donner à nos bêtes, soit il fallait vraiment essayer de le trouver à proximité, quoi, dans un terroir, dans un territoire, une entité. Donc l'idée, c'était vraiment de booster la bio, de la développer. Donc ça a marché, hein. Le fait d'assouplir un peu le règlement, il y en a plus qui ont permis de rentrer à la bio. Donc, tout n'est pas négatif, hein, c'est juste vraiment de comprendre que ça régresse quand même. Jusqu'où ça va régresser, on ne sait pas. Donc c'est à partir de 2009 qu'il y a des gens en Haute-Loire qui sont regroupés en disant, on sentait, mais la plupart des paysans bio militants se sont dit, mais c'est pas possible, quoi, la bio ça va où, c'est plus, ça nous représente plus, quoi. Ça va plus assez, ça va être n'importe quoi, c'est plus nous qui détenons les clés de la maison et on sait pas à quelle sauce on va être mangé, quoi. Donc c'est à partir de là qu'on s'est dit, on va essayer de trouver un système qui va mieux. Donc il y a eu l'idée, on en reparlera peut-être juste après, au sein de la FNAB, ils ont eu l'idée de créer Biocohérence, donc un label basé sur l'ancien cahier des charges AB français, pour ne pas avoir à faire toutes ces régressions. Et il y en a qui se sont tournés vers Nature et Progrès. Donc moi à l'époque j'étais consommateur, et on a créé le groupe Haute-Loire avec une dizaine au début de paysans. Donc c'était suite vraiment à ça. Donc il y a eu vraiment à l'époque des communiqués de presse de la FNAB. Donc la FNAB a créé Biocohérence, basé donc sur l'ancien cahier des charges français. Et puis les autres garanties, donc Nature et Progrès, on parle. Déméter garantit une agriculture biodynamique. Et les simples, c'est par rapport notamment à la cueillette et à la production et transformation des plantes médicinales de montagne. Donc c'est, en gros aujourd'hui, c'est 4 grands labels avec la feuille bio qui représente aujourd'hui le monde de la bio en France. Alors là, bon, vous y voyez rien, c'est petit, mais c'est on l'a papier ici dans un magazine Nature et Progrès. Mais juste pour vous mettre quelques comparatifs en tête. Donc on a parlé des 0,9% de contamination OGM tolérés. Ça, c'est interdit dans tous les autres cahiers des charges. Donc aucun produit de synthèse, pas d'OGM, pas d'hors-sol, pas d'hormones en élevage. Là, par exemple, dans le cadre des semences, hybride déconseillé et mutagénèse interdite. Chose qu'on n'a pas forcément en bio. Les semences doivent être certifiées bio et dérogation possible si la variété n'est pas certifiée. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre sur l'alimentation? Donc dans l'élevage,
100% certifié bio ou sous mention Nature et Progrès, l'ensilage est interdit chez Nature et Progrès, alors que l'ensilage est autorisé dans la bio. Qu'est-ce qu'on peut voir? Caillebotis autorisé dans les bâtiments à 50% dans la bio et caillebotis interdit chez Nature et Progrès. Dans les produits transformés, matières premières 100% certifiées bio ou sous mention Nature et Progrès, alors qu'on a 95% chez la bio officielle. Et après, il y a tout un tas de trucs un peu plus techniques par rapport à l'UGB hectare, où on met des chargements beaucoup moins importants chez Nature et Progrès, où on favorise l'élevage extensif. Les engrais rapides sont interdits, enfin engrais rapides limités. On n'a pas le droit, par exemple, d'acheter des produits issus d'animaux transformés. Par exemple, on trouve beaucoup de produits qui sortent des abattoirs, qui sont transformés, séchés, et qui peuvent être utilisés en bio. Ça, c'est interdit chez Nature et Progrès aussi. Pour éviter, les produits issus des abattoirs, c'est pas des vaches bio, c'est pas des animaux bio, quoi. C'est pas forcément. Et ça, on s'en fout. C'est de la matière organique. On peut le mettre en bio dans les champs. Pareil, traitement vétérinaire, 0 à 3 par an maximum. Vaccins compris, vermifuges compris. Et tout ça, c'est sous condition. Et quand on va faire l'enquête, on va vraiment essayer de comprendre le pourquoi du comment. Le traitement systématique est interdit. Alors qu'aujourd'hui, en bio, traitement vétérinaire, c'est 1 à 3 hors vaccin et vermifuge. Alors que nous, c'est avec vaccin et vermifuge. Donc il y a quand même des différences un petit peu importantes sur les cahiers des charges. Donc l'autre aspect, les grandes différences, là on était sur des différences un peu techniques, mais l'autre grosse différence, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la certification par tiers ou la certification par SPG. Donc on a un petit peu parlé des deux. Les deux répondent au même objectif qui est de fournir aux citoyens une garantie crédible sur les méthodes de production de ce qu'ils achètent. La différence, c'est l'approche, là, à ce moment-là. Donc, certification par tiers, on paye un organisme privé. Et le système participatif de garantie, il est non marchand. Il est exercé par les différents acteurs concernés. Donc ça fait une grande différence d'approche. Donc aujourd'hui, les organismes certificateurs sont censés être indépendants. C'est une norme qui régit leur accréditation. Il y a un organisme qui va donner cette accréditation à ces organismes privés et la certification donc devient un service marchand. Donc moi de mémoire, pour 3 hectares et une production, je paye 700 € par an. Et plus on va avoir de production différente, plus on va être diversifié, plus on va être autonome, plus ça va nous coûter cher. Alors qu'à Nature et Progrès, le coût n'est pas à la production, quoi. Donc les principes imposés par la norme. Donc c'est vraiment ce qui enferme les organismes certificateurs dans certaines pratiques. Donc la compétence, ça paraît un minimum logique. L'indépendance, ça veut dire aucun lien particulier avec les organismes agricoles, impartialité, confidentialité. Donc là, on est vraiment dans un système normalisé, fermé. Il y a un agent qui vient visiter la ferme. On passe, on va dire, globalement, chez nous, sur une ferme où on fait que des légumes, il va rester 2 heures, 2 heures et demie maximum. Et on va regarder des papiers pendant 1h30, 1h45 et temps de faire un petit tour, on va regarder une petite partie des terrains et puis ça va être plié, quoi. C'est basé sur le suivi de la comptabilité,
regarder s'il n'y a pas eu des achats de produits illicites par rapport au cahier des charges. Ensuite, ce gars-là, cet enquêteur, envoie son constat à une chargée de certification dans un bureau qui valide ou pas en fonction du cahier des charges. C'est super rapide. Moi, je trouve, la première visite que j'ai vue, c'était chez la personne chez qui j'ai repris l'exploitation, c'était chez les Rousset. Et j'ai pas du tout trouvé ça crédible, quoi. Ça va super vite. La facture, tu la mets pas dans le dossier facture, il va pas l'avoir. Il fait pas le lien facture banque. Un minimum, moi, ce serait ça, prendre le temps de faire facture banque, parce que la facture, tu la prends, tu l'enlèves, voilà. C'est toi qui lui montres les produits que tu utilises. Donc les autres, tu peux les mettre de côté. Après, la visite de terrain, c'est vrai que si c'est vraiment quelqu'un de compétent, il verra vite. Si tu disais un désherbant, ça c'est plié. Mais tous les autres trucs, je trouve c'est super court le temps qui passe sur la ferme. Et puis il y a très peu d'échanges finalement. Parce que c'est vraiment, ils doivent suivre son questionnaire, bing, 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 bing. Et ça va super vite. Alors après, peut-être que nous, ils sont un peu plus en confiance. On fait plein de trucs. On est chez Nature et Progrès, donc il le sait. Il voit qu'on va plus loin que simplement le règlement qui est la base. Donc il va peut-être pas forcément farfouiller. Donc vraiment, ils sont peut-être plus regardants chez des gens qui font vraiment peut-être le strict minimum pour passer juste dans les clous. Moi, je trouve que ça va vraiment super vite, quoi. Donc oui, rapidité, donc efficacité. C'est sûr que en 2 heures, 2 heures et demie, ton truc est plié, c'est nickel, tu peux retourner travailler, ça va vite. Les limites, alors je dirais les limites entre guillemets, parce qu'il y a, pas de recherche d'amélioration, ça c'est sûr, c'est pas demandé. Pas de conseil ni de soutien aux professionnels. Soutien aux professionnels, bien sûr, il y en a pas, il n'y a pas de soutien. Mais pas de conseil, ça va dépendre des enquêteurs. Il y en a qui ont plus de bouteilles, qui ont vu ce que faisaient d'autres gens dans la même production que toi. Ils vont te dire, tiens, tu peux appeler lui, tu peux faire ci. Donc il y a certains enquêteurs quand même qui sont intéressants. Une réponse normalisée. Déjà, c'est oui, non. C'est binaire. Procédure administrative, coût important et tarif selon la diversité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Plus on va avoir de diversité, plus ça va nous coûter cher. Alors que dans la logique, on voudrait que plus on soit diversifié, plus on soit autonome. Donc pas de certification par tiers chez Nature et Progrès. Dans les années 90, Nature et Progrès s'agit de conserver son autonomie et son fonctionnement participatif en contradiction donc avec la norme européenne. Donc il perd sa reconnaissance officielle comme marque bio. Et en 2004, le travail démarre pour essayer de faire reconnaître le SPG et il est reconnu par l'IFOAM. Donc l'IFOAM, les regroupements mondiaux des agriculteurs bio. Donc il en sort une définition commune sur la planète. Les SPG sont des systèmes d'assurance qualité ancrés dans le local. Ils certifient les producteurs sur la base d'une participation active de tous les acteurs concernés et sont construits sur une base de confiance, de réseau et d'échange de connaissances. C'est-à-dire quand on va visiter une ferme d'un collègue ou même de quelqu'un qu'on ne connaît pas, l'idée c'est vraiment d'être en totale transparence. La plupart du temps, c'est les agriculteurs ou les transformateurs qui vont dire là j'ai eu un problème, donc je sais pas, je suis peut-être un peu limite par rapport à ça, et du coup on part dans l'échange, mais comment, l'idée c'est vraiment, les visites sont beaucoup plus longues. Généralement on va bien passer un minimum de 4 heures en enquête.
Le papier, alors si la personne est en bio, on ne regarde pas les factures, parce qu'on sait que ça c'est déjà fait par l'organisme certificateur. Et donc on va avoir vraiment plein de temps pour parler du terrain, des problèmes, des améliorations, de faire le tour. On n'est jamais tout seul. L'organisme certificateur, lui, il est tout seul. S'il trouve quelque chose, un problème, il perd un client. Nous, on est vraiment dans une démarche collective qui fait qu'on veut défendre une certaine qualité, donc on se retrouve un peu tous dans le même esprit. Donc s'il y a un problème chez un collègue, eh ben c'est Nature et Progrès qui va perdre sa crédibilité. Donc forcément, on va aller quand même creuser, essayer de trouver des solutions, quoi. Alors, nous, on a choisi les deux, parce que le label AB nous permet d'avoir le crédit d'impôt et les aides à la bio. Et Nature et Progrès, on le garde pour l'aspect éthique, échange et amélioration. Mais il y en a qui sont que Nature et Progrès. Il y a des gens qui veulent vraiment pas rentrer dans le système de la bio parce qu'ils trouvent que le système d'un organisme certificateur, ça ne les convient pas. Même si plus personne aujourd'hui peut dire que c'est le problème du prix. Parce que même si on paye 700 € à un organisme certificateur, si on ne se prend pas la tête à faire les papiers pour la PAC et tout, on a déjà 2500 € de crédit d'impôt. Donc le fait de payer un organisme certificateur, c'est remboursé largement par le crédit d'impôt. Donc la question du prix ne peut pas être un frein, quoi. C'est vraiment des questions philosophiques, éthiques. C'est-à-dire, on ne veut pas travailler avec une boîte privée mondialisée comme EcoCert qui a je ne sais pas combien de filiales de partout dans le monde, ou dire bah non, les cahiers des charges ils veulent rien dire, ça ne m'intéresse pas, je préfère être que Nature et Progrès et pas avoir des aides, quoi. Et ça a été le cas de ceux qui ont gardé Nature et Progrès dans les années 90. C'était vraiment le boycott de la bio, quoi, à cette époque-là. C'était vraiment revendiqué, quoi. Donc système de garantie indépendant exercé par les différents acteurs concernés. On l'a déjà vu, et la garantie appartient à tous et est contrôlée par tous sur la base de référentiels collectivement admis, puisque c'est nous qui créons nos cahiers des charges. C'est donc un processus participatif du début à la fin. Puisque même à la fin, quand ça repart à la Comac fédérale, finalement ça revient au groupe et on en rediscute.